Sud Radio Sport, le MAG, Alexandre Priam. Bienvenue dans le MAG sur Sud Radio, le MAG Sud Radio Sport, où on va revenir évidemment sur tout ce qui s'est passé dans cette 17e journée du Top 14 qui s'est poursuivie avec le multiplex à l'instant, et puis aussi la première journée du tournoi des destinations avec un Angleterre-Écosse absolument magnifique qui a lieu en ce moment même du côté de Twickenham, 20-19 pour le 15 de la Rose face au 15 du Chardon, 58e minute de jeu du côté de l'Ouest londonien. Sud Radio Sport, le MAG, c'est avec vous au 0826 300 300 500 l'appel, et puis c'est aussi avec nos consultants. Bonjour Philippe Spanghero. Bonsoir. Comment ça va Philippe? Très bien, on a vu une grande journée de rugby quand même jusqu'à maintenant. Ah là, on a eu du très très lourd effectivement, que ce soit le Pays de Galles, Irlande, l'Angleterre, Écosse en ce moment, ou évidemment le tournoi, le Top 14 avec la 17e journée, le multiplex qu'on vient de vivre, qui a été complètement fou. On a d'ailleurs vibré déjà dès 15h du côté de Toulouse. Salut Marjorie Mayence, première dans le MAG avec nous. Tout à fait, bonsoir Alexandre, bonsoir Philippe. On est tous ensemble, on est avec Quentin Cavanis. Accueillir Marjorie, je me sentais beaucoup trop seul à avoir une forme de sensibilité dans cette équipe. Donc je suis heureux que tu nous retrouves pour rééquilibrer les débats. Oui, la sensibilité. Tiens, on va tout de suite éclaircir les choses immédiatement, Philippe. Marion Cazeneuve qui nous annonce que 25 Français viennent de gagner l'euro-million et sont devenus millionnaires. Est-ce que tu fais partie de ces Français-là, Philippe? Ça me parce qu'on sait que tu as de la chance. Ça n'a rien à voir avec la question de la sensibilité. On a eu déjà un débat sur le sujet de l'argent hier soir. Je veux juste savoir si tu as gagné l'euro-million, c'est tout. Pas du tout. Auquel cas, elle aurait été beaucoup plus aimable avec toi, hein, sache-le. Auquel cas, il serait même pas venu à l'antenne. Je crois qu'il nous aurait envoyé une photo dans l'avion. Il nous aurait dit allez, salut les gars, c'était cool le rugby, merci, au revoir. On est aussi avec Zachary Pilon. Il est là par la passion. Beaucoup de millions pour m'enlever l'envie de parler rugby avec vous, messieurs. Et ça, c'est beau. Oh, ça c'est joli. Ça c'est très beau. Voilà l'humour capitaliste de Philippe Spanghero. Voilà la sensibilité, voilà elle est là, la sensibilité de Philippe, effectivement, le rugby qui le rend sensible, et on vient de vivre Quentin Cavanis, donc comme on le disait, un multiplex quand même qui a été fort en émotion, et on va rappeler les résultats. Qui était pas forcément non, pour les c'était pas du tout pour les sensibles. C'était âpre, disputé et serré sur certaines pelouses. Ça a été serré en première période entre Clermont et Castres, et puis finalement le Castres Olympique a complètement explosé en fin de match. Clermont qui s'impose avec le point de bonus offensif grâce à un dernier essai de Yato, 41-26. L'USAP réalise un énorme coup en s'imposant à Brive 24-22. La section paloise prend le point de bonus offensif face au Racing 92, 38-19. Et puis le Loup a battu le Stade Rochelais 20-16 à l'extérieur. Plus tôt dans la journée, le Stade Toulousain avait battu l'Aviron Bayonnais 21-16. Ce soir, 21h05, coup d'envoi de la rencontre Montpellier-RCT. Et oui, et tiens, question simple, quel est le résultat comme ça qui vous interpelle le plus, qui vous interroge le plus? On commence par toi, Marjorie, si tu veux bien. Est-ce qu'il y a comme ça là, de but en blanc, parmi ces résultats du multiplex, un score comme ça, un résultat qui t'interpelle? Et je dirais peut-être la victoire, la défaite de La Rochelle là, qui s'est fait surprendre. J'ai pas pu voir le match, mais je pense que je le regarderai en replay parce que ça doit être un match très intéressant. Ouais, des Rochelais qui perdent pour la 3e fois de la saison à domicile, hein, après le revers face à l'Union Bordeaux-Bègles, puis face à Pau, hein, c'était d'abord face à Pau puis face à l'UBB, et là c'est Lyon, hein, Lyon d'ailleurs qui a marqué un essai dès la 2e minute de jeu. Lyon face donc à La Rochelle, c'est le match que tu retiens, toi Marjorie. Philippe, est-ce que toi tu es d'accord avec Marjorie, est-ce que tu en as un autre comme ça là qui t'interpelle? Il y avait celui-ci, puis il y a bien sûr cette victoire de Perpignan à Brive qui rééquilibre les débats au classement, puisque on l'avait dit, mais c'était le gros coup de la première partie de saison de Brive d'être allé chercher ce match à Perpignan. Et les Perpignanais ont su rééquilibrer les débats, et donc ça permet à cette équipe de l'USAP d'y croire. Ils ont mis beaucoup de caractère, c'était un match très disputé, donc moi de mon côté c'est ce match-là que je retiens. Est-ce que pour toi une partie du maintien s'est jouée aujourd'hui, ou on est encore
totalement dans le flou. Les deux équipes sont à 26 points au classement. Je parle sur la surveillance de Quentin Cavanis. Perpignan est derrière Brive parce que au niveau des points de terrain, Perpignan est en dessous. Est en dessous Brive. Exactement. Vous savez, c'est comme ça qu'on départage les équipes. Et les deux équipes ont 6 points de retard sur l'équipe qui est 12e. Égalité à la 12e place entre le Castres Olympique qui a perdu aujourd'hui et la section paloise qui a fait un succès bonifié. Les deux équipes ont 32 points. Ensuite, on va retrouver donc Brive 13e avec 26 points, égalité avec l'USAP, mais avec la victoire bonifiée au match aller des brivistes à Perpignan, et ce sont eux qui sont devant pour l'instant au classement. Et si les deux équipes devaient en rester là en termes de points sur des scores nuls, ce serait Brive qui serait devant. Est-ce que l'inquiétude est vraiment de mise côté briviste? On sait que c'est le premier quand même couac de la nouvelle ère Patrice Colazo, Philippe. Un revers face à une équipe où tu joues quasiment, on va dire, une pré-finale pour le maintien à domicile. Est-ce que ça peut laisser des traces? Bien sûr, ça va laisser des traces. Alors la saison est encore longue et on a vu que cette équipe de Brive, elle avait su réagir dès l'arrivée de Patrice Colazo. Enfin, avant même qu'il soit sur le banc, mais quand son arrivée a été annoncée, ils ont su aller chercher un succès d'envergure au Loup. Donc, elle a les capacités d'aller chercher des points à l'extérieur, cette équipe. Mais c'est clair que face à un concurrent direct et qui ce succès leur aurait permis d'enterrer un peu les Catalans, ils ont loupé le coche et ça laissera des traces en effet parce que sur le match il y a pas mal de choses à dire. L'indiscipline briviste coûte cher et ça leur a déjà coûté très cher depuis le début de la saison à domicile. Donc voilà, c'est un loupé, mais il va falloir être en capacité de rebondir et d'aller chercher des points à l'extérieur et c'est pas facile. Ah tiens, pour aller sur les chiffres, t'évoquais l'indiscipline briviste, effectivement, 10 pénalités. Alors c'est vrai que ça peut paraître pas énorme comme ça, mais ça a été des pénalités à chaque fois dans des zones dangereuses, ce qui a permis d'ailleurs à Perpignan de scorer. Il y a même eu un essai de pénalité. À noter aussi la performance au plaquage de Brive, parce que 84 plaquages réussis, 27 manqués. On est quand même sur un ratio qui est pas forcément rassurant, Marjorie, toi qui a fait de l'art du plaquage une spécialité. On est aux alentours de 75% de réussite, même un petit peu en dessous. C'est problématique quand même à ce niveau-là. Effectivement, c'est pas du tout rassurant pour avoir des chances de gagner un match. Après, il faut voir le nombre de plaquages qu'il y a eu, mais généralement une statistique comme ça, même s'il faut évidemment la mettre dans son contexte et la comparer au nombre total d'action, c'est quand même pas une stat. 84 plaquages réussis, 23 manqués, donc on est 27 manqués, pardon. On est sur donc 111 plaquages tentés, 27 manqués. On est quand même sur un ratio qui est un petit peu embêtant côté briviste, côté perpignanais. C'était quand même mieux, clairement mieux, puisqu'il y a eu là aussi 25 plaquages manqués, mais sur 150 tentés, donc c'est un poil mieux quand même côté Perpignan. Quand on regarde un petit peu tout simplement ce qui va suivre pour les deux équipes, notamment du côté de Brive, t'évoquais toi Philippe un coup d'arrêt pour le CAB. Quand on regarde le calendrier, il faudra aller au Racing 92 dans 2 semaines, puisqu'il y aura une pause la semaine prochaine. Puis il faudra aller ensuite à La Rochelle, recevoir l'Union Bordeaux-Bègles et aller à Clermont. 3 déplacements sur les 4 prochaines journées. C'est quand même un calendrier difficile de faire pire. Ah oui, c'est difficile de faire pire. Et puis pour se rassurer, il y a quand même mieux parce que le Racing, en plus, tout de suite, après cette trêve d'une semaine, va avoir besoin de se rassurer parce que on y reviendra tout à l'heure, mais ils n'ont pas existé aujourd'hui à Pau. Et dans cette course au top 6, le Racing va avoir besoin de reprendre des points tout de suite à domicile et de se rassurer. Donc ça sera difficile pour les brivistes qui aussi vont être là dans une obligation d'aller grappiller des points un peu partout. Et donc là, quand on voit le calendrier qui les attend, c'est sûr que par rapport à Perpignan, le calendrier leur est défavorable. Ouais, Perpignan qui recevra la section paloise le 18. Celui-là, il promet vraiment. Il faudra ensuite aller à l'Union Bordeaux-Bègles, recevoir Bayonne et puis recevoir Montpellier. Donc, quand une équipe se déplace 3 fois, l'autre reçoit 3 fois. On voulait vous refaire vivre un moment fort de ce multiplex et l'essai donc de la gagne par Savoy Lao, commenté par Dorme Elvezin. C'est en faveur de l'USAP. C'était à la 75e minute de jeu. Et le raffut magnifique là de la part. Laissez le Perpignan.
L'essai de Perpignan à 6 minutes de la fin de cette rencontre. Essai du 3 quarts centre. Eddy Saiwaleo, le Fidjien qui marque son premier essai de la saison. Cette rencontre est totalement relancée car il y a 22 partout. Maintenant entre Brive et Perpignan avant la transformation. Perpignan va peut-être passer devant au score. Les supporters catalans ont sorti les drapeaux, les maillots. Ils ont vraiment, c'est la folie dans les tribunes. Mais des Domenech et la clim pour les supporters brivistes en cette fin de rencontre. Il reste 6 minutes avant la fin de cette rencontre. Et ça a été transformé et ça a porté le score à 24-22 pour cette équipe de l'USAP face à Brive. On est évidemment dans Sud Radio Sport, le MAG. On vit aussi en Angleterre-Écosse, 23-19 pour l'Angleterre face à l'Écosse, 65e minute de jeu. On continue de faire le débrief du multiplex de Top 14. Marjorie, quand on t'a demandé quel est le score qui t'interpellait le plus, t'es allé naturellement vers La Rochelle-Lyon. Quand même 3e défaite à domicile pour La Rochelle. On sait qu'il y a une sorte de très fort sentiment d'appartenance à Marcel de Flandre, qui est constamment un guichet fermé. Est-ce qu'on peut déjà dire un petit peu que La Rochelle, en devenant une grosse équipe du Top 14, est aussi une équipe qui souffre des doublons? Est-ce que ça peut être une explication à la défaite? Oui, effectivement, ça peut être une explication. Et là, il y a beaucoup d'équipes quand même qui souffrent de ces doublons, c'est sûr. Certaines équipes l'ont mieux préparé que d'autres. Mais cette période d'ucination laisse place à des résultats qui ne sont pas forcément attendus dans le championnat. Ouais, des résultats qui surprennent, Philippe. Est-ce qu'on peut mettre seulement ça sur les doublons, ou il y a un vrai problème avec l'idée parfois de faire tourner l'effectif à La Rochelle? Non, je pense que le problème est plus profond que les doublons, parce qu'on a vu ces défaites, notamment celle contre la section paloise, qui était en plus dans une période très délicate. Et donc c'est ce match à La Rochelle qui les a relancés, qui a inversé la dynamique du côté palois. Donc je pense que c'est pas dû au doublon. Elle est très surprenante et dure à lire, cette équipe de La Rochelle cette saison, puisque on avait beaucoup d'interrogations avant d'aborder la Champions Cup, quand on avait vu justement cette frilosité à domicile qu'on connaissait pas au Rochelet les saisons précédentes. Ils ont été rassurants en Champions Cup avec des matchs aboutis et des vraies performances. Et puis là, ils retombent dans leur travers en championnat. Donc certainement qui pâtissent un peu des doublons, c'est une certitude, mais c'est pas l'explication complète. 3e défaite à domicile en championnat pour le champion d'Europe en titre. C'est trop. Aujourd'hui, ils sont à la 4e place avant le match du Stade Français. Qui pourrait les mettre assez loin des 2 premières places. Donc ça devient un peu compliqué pour La Rochelle, qui en plus va jouer sur les 2 tableaux. Et on l'a dit souvent, n'a pas fait beaucoup tourner son effectif. Et quand ils vont récupérer leurs internationaux après ce tournoi qui va forcément marquer un peu les organismes, la gestion de l'effectif en fin de saison va être complexe. Une stat, moi que je trouve peut-être assez parlante, le nombre de passes effectuées dans ce match, 160 du côté de La Rochelle, 60 côté lyonnais, donc 100 de moins côté lyonnais. Pourtant, La Rochelle a franchi une fois, le Loup Rugby a franchi 4 fois. Donc on a quand même 4 fois plus de franchissement côté lyonnais, mais moitié moins de passes, et peut-être la sensation que cette équipe de La Rochelle, elle est parfois engluée dans une espèce de large. Philippe, on a du mal à comprendre l'idée de jeu de cette équipe, parce que on sait qu'elle aime l'affrontement, mais est-ce qu'elle est capable de proposer autre chose parfois? Oui, elle a été capable de proposer autre chose, puisque encore une fois, on l'a vu faire des performances abouties cette saison. Mais c'est vrai que de temps en temps, on sent que quand les leaders de jeu sont pas là, ça manque un peu de capacité d'adaptation du côté Rochelet. Aujourd'hui, en plus, ils sont passés complètement à côté de leur entame avec ce premier essai lyonnais. On les a vus à réaction tout au long du match. Donc, il y a en effet un point d'interrogation sur le fond de jeu là du côté Rochelet cette saison, et puis aussi le rôle de ses leaders. Voilà, et j'en profite pour dire à Julien Thomas qu'il peut appeler le 0826 300 300 pour venir participer au débat, plutôt que de m'envoyer des WhatsApp incendiaires parce qu'il n'est pas d'accord avec mon analyse. Julien Thomas, qu'on retrouvera à partir de 20h. Comme ça, en plus, l'appel est payant et il aide à payer nos piges avec Marjorie, donc il fait une pierre de coups et il arrête de polluer ma timeline.
Parfait. Julien Thom, il y a plus de limite sur Sud Radio a priori. Philippe Spanghero qui fait des messages personnels comme ça. Quentin Cavani, revenons aussi rapidement sur le Clermont Castres. La victoire donc bonifiée quand même de l'ASM face au Castres Olympique, face à des Castrés qui sont longtemps restés au contact. Première mi-temps extrêmement serrée entre les deux équipes qui se termine sur un petit point d'écart. Il y avait 17-16 à la mi-temps. Et puis ensuite le Castres Olympique qui s'est effondré, faute notamment à une discipline plus que défaillante. 2 cartons jaunes reçus par le Castres Olympique, plus un carton jaune avec Raisuke notamment qui va faire un déblayage stupide à hauteur de la tête sur un deuxième ligne clermontois. Donc carton rouge logique contre le Castres Olympique. Il y a eu en plus un essai refusé à Ituria pour les Clermontois dès le début de match qui était assez limite. Ça s'est joué à quelques centimètres. Donc voilà, finalement voilà le scénario qui fait énormément de bien aux Clermontois, qui en plus se permet d'aller arracher le point de bonus offensif en toute fin de match avec l'essai de Yato, ce qui permet donc à Clermont déjà de repasser devant le Castres Olympique au classement, mais de faire une victoire à 5 points qui leur permet d'avoir 36 points et donc d'être virtuellement même devant Toulon. Donc voilà, de pouvoir souffler et de regarder finalement vers l'avant plutôt que vers l'arrière pour les Clermontois. Du côté castrais en revanche, ça va commencer à être très difficile parce que les résultats sont bons à domicile, mais à l'extérieur ça ne gagne pas, et puis ça prend même pas de points de bonus ces derniers temps. Donc voilà, ça va être compliqué pour les Castrés qui vont se mettre j'imagine à regarder derrière avec Perpignan et Brive qui vont commencer à recoller, et puis Pau qui revient à égalité de points avec le Castres Olympique avec une victoire bonifiée. Ouais, est-ce que vraiment Castres aujourd'hui doit regarder plus derrière que devant? Marjorie Mayence, Philippe Spanghero, Marjorie? Je pense que Castres peut vraiment remonter la pente, mais là c'est sûr que on les sent quand même en difficulté. Le fait de s'effondrer comme ça en fin de match, ce ne sont pas forcément des bons signes, mais on sait que le championnat est long, que la tendance peut vite tourner, vite changer. Donc à voir ce qu'ils nous proposent sur les prochains matchs, mais oui, aujourd'hui ils sont quand même pas très loin du fond de classement. Ouais, est-ce qu'il y a de l'inquiétude? Je sais que tu as quelques amis castrés, toi Philippe, est-ce que tu sens de l'inquiétude? Il y avait beaucoup de pression la semaine dernière sur cette réception de l'UBB à domicile. Cette victoire a fait du bien. Il y avait l'intention d'aller faire un coup à Clermont parce qu'on sait que Michelin a souvent réussi au Castré ces dernières saisons. Là aujourd'hui, ils ont été beaucoup trop indisciplinés pour espérer un résultat. Mais en tous les cas, oui, il y a forcément de la tension. Quand on a une équipe qui est finaliste la saison dernière et qui est dans le top 6 et qui est extrêmement régulier dans la performance depuis quasiment une dizaine d'années maintenant, mais le CO n'est pas à sa place aujourd'hui au championnat. Donc je pense, moi, qu'il faut un peu regarder vers le bas là, pour se donner de l'air et puis finir cette saison avec de la sérénité. Mais après, ce championnat, comme le disait Marjorie, il est encore long et c'est assez dur à lire. Il y a des équipes très surprenantes. On n'attendait pas du tout Bayonne dans le top 6 et maintenir ce niveau de performance. On n'attendait pas le Stade Français à ce niveau-là. Et aujourd'hui, finalement, on se retrouve avec un ventre mou, avec Clermont, Toulon, Montpellier, Bègles et Castres. C'était assez surprenant. Et quand on regarde d'un point de vue comptable, il n'y a que 8 points entre le CO et le top 6. Donc 8 points, c'est deux matchs. C'est à la fois beaucoup et peu. Donc il est à part Toulouse qui s'est envolé, mais entre le 2e et le 12e, il n'y a pas énormément d'écart. Donc c'est vrai que on l'a dit, ce championnat est très dense, on le voit. Mais en tous les cas, du côté castré, il y a certainement l'ambition de finir mieux. Mais je pense que là, l'urgence, en effet, quand on voit en plus que ça craque pas du tout en fond de classement, c'est de trouver de la sérénité pour cette fin de saison et de très vite sortir de la zone rouge. Voilà donc pour ces 3 matchs. On va revenir dans un instant sur le section paloise Racing 92 avec une victoire bonifiée des Bernais. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Sport, le MAG, Alexandre Priam.
Vous êtes bien dans le mag Sud Radio Sport avec Quentin Cavani, Zachary Pilon, Marjorie Mayence, Philippe Spanghero et vous au 0826 300 300. Dans quelques minutes, on va évoquer le Seven après un bon début de saison pour les équipes de France féminines et masculines. Et puis on reviendra aussi sur le match entre l'Angleterre et l'Écosse avec l'essai d'ailleurs de l'Écosse, l'essai marqué par l'Écosse pour prendre l'avantage du côté de Twickenham. C'est en direct sur Sud Radio et l'essai en force marqué par une magnifique équipe d'Écosse qui a déployé énormément de jeux jusqu'à Duhan van der Merwe. On a changé de sens pour aller chercher cet essai encore une fois avec lui. C'est un doublé pour Duhan van der Merwe, 27-23 en attendant la transformation. Incroyable ce qui se passe du côté de Twickenham. On va prendre le temps de le débriefer, vous inquiétez pas, d'ici 20h. Ouais, ils ont l'essai. C'était quand même le pari de Quentin Cabanis qui avait dit victoire écossaise avec bonus offensif. On est quand même très très proche de ce pari fou de Quentin Cabanis qu'il a plus subi d'ailleurs que choisi. Mais bon, j'ai appris à l'accepter au fil des minutes. Voilà, 27-23, 75e minute de jeu. Ce qui se passe à Twickenham est incroyable parce qu'on vous le rappelle, l'Écosse reste sur 2 succès de suite face à l'Angleterre et s'il y a encore une victoire à Twickenham, ça va faire grand bruit du côté du 15 de la Rose. Attention que l'Angleterre n'a plus battu l'Écosse à Twickenham depuis 2017. Ah, mais voilà. C'est quand même fou. Et je suis pas sûr qu'il y ait eu 2 défaites consécutives de l'Angleterre à Twickenham face à l'Écosse dans l'histoire. On va surveiller ça. Il y avait match nul et défaites. Voilà. Match nul et défaite. Ah oui, c'est pour ça. Effectivement. Mais là, on va faire une nouvelle défaite peut-être. 23-29. C'est transformé par Finn Russell. 76e minute de jeu. On y reviendra dans quelques minutes sur Sud Radio. On fera le débrief de cette partie et des 2 premiers matchs donc de ce tournoi des 6 nations. Retour au top 14 avec un dernier match à débriefer très rapidement. Section paloise Racing 92. Victoire bonifiée des Palois. Je vous propose, Quentin et toute l'équipe, de réécouter ce qu'avait dit avant cette rencontre, le staff et les joueurs de la section paloise, Sébastien Piccheroni, Lucas Rey et Clément Laporte, et on en parle ensuite. Je suis très déçu, profondément déçu, parce que on a dépensé beaucoup d'énergie. Les joueurs se sont engagés comme ils l'avaient promis, très durement, très vaillamment, et malheureusement il n'y a aucune récompense parce qu'on part avec 0 points. Donc très déçu. Ouais, c'est ça, frustré du résultat. On leur donne beaucoup de munitions gratuites. On a voulu régler un peu notre ADN, un peu ce qu'on voulait mettre en place pour tout simplement se sauver en top 14. Aujourd'hui c'est une réalité, on est dans le dur. Pas sur l'attitude, rien à redire. Après, Lucas l'a très bien dit, on a tous la même analyse à chaud. On donne trop de munitions, on fait des erreurs dans les mauvaises zones, on fait des fautes ridicules. Ouais, et ça, c'était la section paloise qui avait tiré la sonnette d'alarme après la défaite à Toulon 27-16. Cette section qui a réagi aujourd'hui, victoire 38-19 face au Racing 92, une victoire bonifiée, Philippe Spanghero, une réaction de caractère, vraiment. Ouais, vraiment de caractère, puisqu'on sait que cette équipe de la section, elle est un peu fébrile, et en plus, l'entame était plutôt pour le Racing, avec un essai en tout début de match qui aurait pu mettre le mal de tête à cette équipe. Et puis, il y a eu en effet une capacité de réaction importante. Ils ont su maintenir le rythme et garder la main sur ce match pour aller chercher un bonus important dans la course au maintien sur le plan comptable. Donc c'est un des matchs références de la section cette année à domicile qui a souvent été en difficulté. Ouais, souvent été en difficulté, et une très très belle réaction donc de la section paloise qui s'impose avec le bonus offensif grâce à un essai notamment de Dan Robson, l'anglais de cette équipe de cette équipe béarnaise. On va se retrouver dans un instant sur Sud Radio. On va revenir sur la première partie de saison des équipes de France de rugby à 7 avec Marjorie Mayence, Philippe Spanghero, Quentin Cabanis, Zachary Pilon et notre invité qui fait partie de l'équipe évidemment, Arnaud Ray, journaliste Sud Radio Rugby et patron notamment du média de référence sur l'actualité du 7 en France, sevensrugby.fr. À tout de suite. Sud Radio Sport, le MAG, Alexandre Priam.
Vous êtes bien sur Sud Radio, on vit un moment d'histoire avec l'Écosse qui est en train de s'imposer face à l'Angleterre 29-23. On a passé la sirène maintenant et la pénalité est en faveur, il me semble, du 15 du Chardon. Ça va être la fin de ce match et c'est terminé. Le succès 29-23, incroyable victoire de la part de l'Écosse à Twickenham. On va le débriefer dans quelques minutes évidemment sur Sud Radio. Mais d'abord, retour sur ce qui s'est passé dans ce début de saison des équipes de France de rugby à 7, des débuts de saison maîtrisés pour les deux équipes. Est-ce que c'est le mot qu'on peut utiliser? On est avec Marjorie Mayence, Philippe Sanguero, Quentin Cabanis, Zachary Pilon. Et la question se pose à Arnaud Ray, patron notamment du média de référence Sevens Rugby, journaliste aussi Sud Radio Rugby. Salut Arnaud. Bonjour. Salut Alex, bonjour à tous et à toutes. Écoutez, premier début de saison vraiment maîtrisé des équipes de France A7. Ça a été un petit peu plus poussif pour les filles qui ont eu beaucoup de joueuses. Les deux sont à la 4e place. Les deux sont à la 4e place, effectivement. Les filles ont disputé 4 tournois, les tournois de Dubaï, du Cap, d'Hamilton et de Sydney. Les garçons ont une étape en plus, puisqu'ils ont débuté par une très belle 3e place du côté de Hong Kong. Non, vraiment... plutôt une très beau début de saison pour les filles. En fait, ce qui était compliqué sur le début de saison, c'est qu'il y a eu énormément de rotation de joueuses avec plein de jeunes joueuses qui ont été intégrées. C'est un choix assumé par le staff de David Courtex. Donc il a fallu le temps que la mayonnaise prenne. Il y a eu Dubaï, le Cap, où elles se sont rodées gentiment. C'était quand même propre, 4e place à Dubaï, une 5e place au Cap. Donc c'est quand même plutôt solide. Elles sont dans le top 5. Mais on est habitué à voir les filles. Elles sont quand même médaillées de bronze à la dernière Coupe du Monde. Donc on est habitué à les voir sur le podium un peu plus régulièrement. Hamilton, ça a été très compliqué. Elles ont terminé à la 7e place, une défaite face aux Japonaises notamment, une défaite dès les quarts de finale de Cup face à l'Irlande. Donc c'était vraiment compliqué et elles ont vraiment fait un superbe tournoi de Sydney. Elles sont allées en finale, première finale depuis 2017 pour les Bleus et elles ont malheureusement perdu face aux Néo-Zélandaises. Mais c'est franchement un très beau début de saison pour les filles et pour les garçons. Comme je te le disais, Alex. Parlons d'abord des filles. Arnaud, c'est vrai que les filles, ce renouvellement de l'effectif, il s'imposait. On a vu parfois des critiques, des critiques dire on est quand même pas très loin des Jeux Olympiques. Est-ce qu'on devrait pas attendre un peu les Jeux Olympiques, garder cette génération entre guillemets dorée, quand même, mais même pas de guillemets, elle est dorée, enfin elle est argentée en l'occurrence. Ça a été le cas du côté de Tokyo. Marjorie, est-ce que tu comprends ce renouvellement de l'effectif comme ça là pour entamer cette saison 2023? Oui, je crois que c'était important. Puis, de fait, le renouvellement a été aussi un petit peu forcé, j'ai envie de dire, par les blessures de certaines, par la sélection à 15 d'autres joueuses. Donc, je crois que c'était important d'avoir quand même un effectif, un réservoir plus élargi. Je crois que David Courtex a effectivement bien fait de mettre en jambe d'ores et déjà ces petites jeunes pour les mettre dans le bain, parce que mine de rien, les quelques jeunes qui ont fait des tournois sont habitués à gagner, à être en cup quasiment à chaque tournoi. Et là, je crois que ça fait aussi du bien à tout le monde de se rendre compte que toutes les équipes progressent et que cette équipe, avec du turnover, se confronte aussi à la difficulté. Les JO sont dans pas longtemps et je crois que c'est comme ça que David arrivera à créer, en tout cas à garder un groupe très homogène et pouvoir pallier aux blessures, aux indisponibilités de certaines joueuses qui ont été très importantes et qui ont été très utilisées les derniers mois. Pourquoi c'est si dur de s'adapter au circuit mondial de rugby à 7, que ce soit chez les garçons ou chez les filles? Quelles sont les étapes à franchir pour arriver enfin à être au haut niveau, à pouvoir jouer quasiment tous les matchs, Marjorie? Pourquoi c'est si difficile de se mettre à ce niveau-là? En fait, je crois que la dimension mentale du 7 est très particulière. On est en France très habitué à jouer à 15. Depuis enfant, on joue au rugby à 15. On ne joue pas spécialement au rugby à 7. Et ce sport est particulier dans le sens où faut réussir à se remobiliser tout de suite après chaque match. On a 2 ou 3 heures entre chaque partie, et qu'on gagne un match ou qu'on le perde, on doit être prêt mentalement à aller affronter une autre équipe une demi-heure plus tard pour aller s'échauffer. Donc c'est quelque chose d'assez particulier. Et pour une équipe qui a l'habitude d'être en cup sur tous ces tournois, aujourd'hui, quand les filles ne sont pas qualifiées, ça leur permet aussi de se confronter à d'autres choses et d'arriver à se remobiliser mentalement pour aller chercher, non pas une demi-finale de cup, mais pour aller chercher une place de classement
ça fait partie du jeu, ça fait partie du fait de se former, d'être plus exigeante et d'apprendre la difficulté de ce sport olympique. Arnaud, est-ce que justement ces jeunes joueuses de l'équipe de France, quelles sont-elles et est-ce qu'elles ont, selon toi, le potentiel pour aller justement faire aussi bien, si ce n'est mieux, en 2024 à Paris, puisque c'est évidemment l'objectif? Comme l'a dit Marjorie, effectivement, il y a la grosse satisfaction de ce début de saison pour France 7 féminin, c'est surtout qu'on se rend compte qu'il y a un énorme vivier de jeunes joueuses aujourd'hui. David Cortex, il peut s'appuyer sur un vivier, sur un groupe France d'une vingtaine de joueuses. Aujourd'hui, il faut se rendre compte quand même que des joueuses qui sont quand même cadres de cette équipe de France A7 n'ont pas joué le début de saison, comme Jadou Toulé, la capitaine, Anne-Cécile Siofani, qui a été la meilleure joueuse à 7, Shannon Izar, qui est l'une des cadres, Lina Guérin, toutes ces joueuses, elles ont été médaillées olympiques il y a quelques années. Voilà. Et là, aujourd'hui, pour moi, l'équipe de France, elle est en train d'intégrer ces jeunes joueuses, de prendre de l'expérience. On a quand même des joueuses qui ont débuté sur World Series. Je pense à Ada Traoré sur l'étape de Sydney. Donc pour moi, oui, elles peuvent clairement aller refaire la même performance sur Paris 2024. Il faut qu'elles engrangent du temps de jeu sur les étapes du World Series. Maintenant, attention, la Nouvelle-Zélande, l'Australie, sur ce qu'elle présente aujourd'hui, semble quand même un ton au-dessus, que ce soit en termes de vitesse, que ce soit en termes de précision technique. Aujourd'hui, elles sont un cran au-dessus de tout le monde. Il y a pas photo. Même si on a battu, les filles ont battu les Australiennes en quart à Sydney, elles leur ont fait la guerre pendant 14 minutes, mais elles sont quand même au-dessus de nous techniquement. Donc, on n'y est pas encore. Mais franchement, on est juste à l'échelon en dessous avec les Américaines et je pense que pour les JO de Paris 2024, les filles seront au rendez-vous. Ouais, justement, d'ailleurs, il va y avoir un changement majeur quand même dans le calendrier des filles. C'est qu'il y aura désormais autant d'étapes filles et garçons. C'est dès la saison prochaine, hein, on est d'accord, Arnaud, si je me trompe pas. C'est dès la saison 2024, c'est ça. On avait salué quand même cette initiative-là de enfin avoir un circuit commun, Philippe Spanghero. Je sais que toi, ça t'avait soufflé parce que pendant longtemps, t'avais regretté ces différences-là qu'il y avait entre filles et garçons. Ça t'avait beaucoup embêté. Oui, particulièrement à 7 parce que c'est facile à organiser. C'est beaucoup plus simple. Donc, d'un point de vue logistique, et là, ça va permettre aussi quelque chose. Ça va être l'enjeu quand même de World Rugby, c'est de trouver un format qui amène de nouveaux revenus. Alors vous allez dire que je ramène tout à l'argent, mais c'est pour une finalité assez simple. C'est que l'équipe de France et la fédération aient plus de revenus pour avoir plus de joueuses sous contrat. Parce que là, on parle d'une vingtaine de joueuses dans le vivier de cette équipe de France A7. Mais sur ces 20 joueuses, combien sont sous contrat fédéraux et si elles sont toutes sous contrat fédéraux, peut-être que demain, on peut en intégrer 10 de plus. Donc la finalité, c'est toujours d'aller vers la performance et de donner les moyens aux filles de s'entraîner autant, de ne pas avoir à jongler avec les emplois du temps, avec des activités professionnelles à côté, parce que c'est comme ça qu'on tendra vers le très haut niveau. Et donc cette nouvelle formule, elle est très intéressante, parce que comme il y aura des droits télé mutualisés, des sponsoring mutualisés, filles, garçons, tout ça va aller dans un pot commun, et ça doit servir financièrement la pratique féminine. Et puis même pour le spectateur, hein, c'est juste beaucoup mieux, j'ai l'impression. Ça a été... Oui Arnaud, vas-y. Ouais, c'est pour rebondir sur ce que dit Philippe, c'est surtout que cette nouvelle formule va s'aligner sur ce qui se fait sur les Jeux Olympiques. Ce sera des circuits à 12 équipes garçons, 12 équipes filles. Donc ce sera beaucoup plus lisible pour le spectateur, beaucoup plus simple. Aujourd'hui, quand on regarde un World Series, on se dit, attends, il y a 11 étapes garçons, il y a 7 étapes filles. Pourquoi il y a une différence? Pourquoi il y a des étapes mixtes? Pourquoi il y a des étapes où il y a que les garçons? Ce qui sera le cas à LA sur la prochaine étape du World Series. Là, au moins, ce sera beaucoup plus clair, beaucoup plus lisible pour tout le monde. Le 7 a besoin de médiatisation, de visibilité. Donc là, déjà, ce sera beaucoup plus simple. Et puis, ça va être super attractif puisque les 8 premiers de ces circuits iront jouer une grande finale sur la 7e étape. Mais les 4 dernières équipes, elles iront jouer face aux 4 meilleurs des Challenger Series. Donc, il peut y avoir potentiellement 4 nouvelles équipes la saison suivante. Donc, c'est super excitant, moi, je trouve, comme sportivement, de voir cette nouvelle formule. Ouais, ça a été, c'est quelque chose pour lequel tu t'es battu, toi, Marjorie, quand tu étais joueuse de cette équipe de France de rugby à 7. Est-ce que tu regrettais qu'il n'y ait pas exactement les mêmes étapes? Je pense que c'était aussi dû à l'évolution du sport féminin de manière générale. Le World Series pour les filles est arrivé plus tard.
je crois que c'était aussi qu'il faut aussi laisser le temps et que World Rugby a quand même beaucoup œuvré pour créer une compétition très cohérente avec beaucoup de niveaux. Je crois qu'on arrive réellement là à quelque chose qui va tenir la route, qui va être très agréable à regarder pour les spectateurs. Et voilà, c'est en bonne voie. Toutes les années, on a quand même vu l'évolution se produire, Donc, faire. Toi, tu comprends l'aspect progressif du coup. Oui, bien sûr, on est obligé de passer par un côté progressif, puisque, par exemple, avant, il y avait 16 équipes chez les garçons que 12 chez les femmes. Mais c'était normal, en termes de développement du rugby à 7 dans le monde, il n'y avait pas 16 équipes capables de performer sur du haut niveau mondial chez les femmes. Donc il faut laisser le temps aussi aux équipes de se construire, d'être bien implantées dans leur pays. Et World Rugby fait un beau travail là-dessus et on arrive aujourd'hui à quelque chose de très cohérent et un très beau spectacle, je trouve. Basculons chez les garçons avec là aussi une 4e place. Est-ce que les plus surprenante cette 4e place, Arnaud Ray? Non, elle est super positive cette 4e place pour les garçons. Franchement, ils viennent de nous sortir 2 derniers carrés, que ce soit Hamilton et Sydney. Ça fait 3 fois cette saison qu'ils vont en demi-finale. Non, c'est un super début de saison pour les garçons. Alors oui, c'est vrai que ils nous ont habitués à avoir des saisons avec beaucoup de bas dernièrement. C'était compliqué. Là, on sent qu'il y a vraiment une jeune génération qui arrive. Le Super Sevens aussi en France amène beaucoup de choses. Le championnat pro de la Ligue nationale de rugby permet aussi de voir de jeunes talents et on l'a vu à Sydney avec le jeune Thomas Carroll de la section paloise qui claque le drop de la victoire en quart de finale face à l'Australie. On avait perdu le même match en demi à Hong Kong lors du premier tournoi. C'était les Australiens qui nous avaient battus de cette manière. Donc non, je trouve que cette 4e place elle est méritée pour les garçons. Ils sont beaucoup plus connectés, beaucoup plus structurés. Je pense qu'on a l'équipe, et c'est pas moi qui le dis, c'est les sélectionneurs argentins, les sélectionneurs américains avec qui on a pu échanger, qui le disent, c'est vraiment l'équipe qui a peut-être le plus de potentiel sur le World Series aujourd'hui avec toute cette jeune garde. Donc aujourd'hui on est 4e, c'est franchement une très belle place quand on voit qui on a derrière nous, les Irlandais qui sont notre bête noire, les Fidjiens qui sont notre bête noire, ils sont derrière nous quoi. Donc c'est pas mal, on est à égalité avec les Samoans qui sont redoutables. Voilà, maintenant il faut qu'on arrive à franchir le cut un petit peu pour essayer d'aller chercher une finale, parce que pour l'instant ça fait 3 fois qu'on perd en demi, mais cette équipe est en pleine progression et il y a beaucoup de potentiel. C'est un peu comme les filles, il y a une jeune garde qui arrive qui permet avec ces cadres comme les Jonathan Logel, les Stéphane Parez, les Paulin Riva de vraiment faire un gros noyau. Et ouais, franchement l'avenir de France 7 masculin comme pour les filles, il est pour moi plutôt doré. Argenté, ce sera très bien aussi. Ouais, argenté sera très bien aussi, évidemment. Tu parlais du sélectionneur argentin, américain. C'est des interviews qu'on retrouve sur sevensrugby.fr et sur les réseaux sociaux de Sevens Rugby, si je me trompe pas, c'est ça, Arnaud? Ouais, effectivement, sur sevensrugby.fr, vous pouvez retrouver tous les résultats, tous les classements des compétitions internationales à 7, les World Series, les Coupes du Monde, les JO, mais également aussi toutes les compétitions françaises. Et sur notre Instagram également, on essaye d'être au cœur de tous ces tournois avec pas mal de petites stories, de petites vidéos. Voilà, dernièrement, on a eu une petite vidéo grâce à la Fédération française de rugby de la joie des joueuses françaises après leur médaille d'argent à Sydney. Il y a 2-3 petites images sympas. Si vous voulez vraiment être au cœur du set, c'est sur Sevens Rugby que ça se passe. Et sur Sud Radio. Et ça évidemment continuera dans quelques semaines, parce que Sud Radio et Sevens Rugby seront à Los Angeles pour le LA7. Ça c'est quand même bon, il y a pire, hein. Il y a pire comme destination. On posera la question à Marjorie dans un instant. Quelle était sa destination préférée sur le circuit mondial de rugby à 7? Mais Arnaud, ça va être quand même un événement fort. Qu'est-ce qu'on vise maintenant pour les équipes de France? Qu'est-ce qu'on espère à Los Angeles? Alors à Los Angeles, il y aura que les garçons. Puisque tu y seras. Oui. Écoute, non, est-ce qu'on peut leur souhaiter la même chose, de continuer sur cette lancée. Les garçons ont fait une très belle tournée océanienne. Certes, il n'y a pas de médaille, il n'y a pas de podium, mais 2 4e places, 2 demi-finales, c'est top. Il faut qu'ils gardent ce rythme de passer en cup, de passer cette étape des quarts de finale. Il faut qu'on s'habitue à jouer ces matchs coup près, à être dans ce top 4 et essayer d'aller chercher des podiums. Il n'y a que en gagnant ce genre de match, en battant ces équipes. On a quand même battu les Samoa, on a battu l'Afrique du Sud qui étaient les 2 équipes leaders du circuit. On a battu l'Australie, on a battu les États-Unis. Voilà, c'est des équipes qui sont solides, qui sont
plus équipés peut-être que nous, plus habitués à ces matchs-là. Donc, faut qu'on continue sur cette lancée. Donc, j'espère qu'on ira au moins en demi-finale et pourquoi pas aller chercher une première finale cette saison. Alors, Los Angeles n'est pas dans le circuit mondial du rugby à 7 féminin, Marjorie. Non. Elle ne l'a jamais été, mais il me semble. Hein, mais il y a eu par contre une finale de Coupe du Monde à San Francisco il y a quelques années, si je me trompe pas. Voilà, il y a eu des moments en Californie qui ont été forts, j'imagine. Est-ce que quelle était ton étape préférée dans le circuit mondial, toi, Marjorie? Sans hésiter, je dirais Dubaï, non pas pour la ville, mais vraiment pour l'ambiance tournoi et l'organisation. Vraiment, le Dubai Seven, c'est vraiment un lieu extraordinaire où il y a plein de tournois. Donc évidemment le tournoi World Rugby, mais beaucoup de tournois invitations à côté. Et où les vétérans croisent les Fidjiens champions olympiques comme ça dans le stade, où il y a beaucoup d'échanges, où on se sent très proche des joueurs, des joueuses. Et ils ont vraiment une organisation incroyable et où la proximité est assez folle et assez seven, quoi. C'est vraiment une ambiance particulière, c'est très sympa. Et il y a une ambiance exceptionnelle dans le monde, c'est Hong Kong. On sait qu'il y a eu beaucoup de rencontres qui ont été manquées entre le rugby à 7 féminin et Hong Kong. Ça aura lieu cette année. Normalement, Arnaud, c'est vrai qu'en 2020, ça devait être introduit au calendrier. Bon, il y a eu un petit problème sanitaire dans le monde. Il va enfin y avoir du rugby à 7 féminin à Hong Kong pour que la fête soit encore plus folle. Et ça promet quand même. Ouais, ça va être top. Du 31 mars au 2 avril prochain, il y aura une étape mixte effectivement à Hong Kong. Ça va être vraiment top. Ouais, ce sera en plus l'avant-dernière étape pour les filles, donc une étape vraiment super importante. On rappelle que ce circuit, ce World Series avant Toulouse, voilà, les 4 premiers se qualifient pour les Jeux. Alors les Français et les Françaises sont déjà qualifiés. Donc voilà, cette étape de Hong Kong, retour à Hong Kong pour les filles en même temps que les garçons dans la Mecque du 7 avec cet enjeu olympique. Bon, ça va être complètement dingue. Mais par contre, je rejoins Marjorie, Dubaï c'est le 7. Vraiment. Ouais, c'est le 7. C'est beau. Et c'est aussi Philippe Spanghero. Mais ça, c'est rugby aussi, bien sûr. Philippe Spanghero et Dubaï. Merci Arnaud d'avoir été avec nous. Sevensrugby.fr, média de référence sur l'actualité du rugby à 7, qu'il faut mettre absolument en valeur. Vous le faites et à nous de le faire aussi, à faire le relais de ce magnifique rugby qu'on suit à chaque étape. Et puis bon petit voyage à Los Angeles prochainement. Il paraît qu'on se croisera, je crois. Ah, ce sera pas ouais, on y sera. Sud Radio y sera. Effectivement. J'ai mes billets, je comprends pas. T'inquiète pas, Quentin, ça arrive. Problème de la poste, j'imagine. Merci à tous et merci à Sud Radio en tout cas de nous aider à médiatiser le 7, parce que c'est vraiment important. C'est un super sport, un sport olympique, un sport mixte. C'est top de pouvoir mettre en avant ce rugby qui est absolument formidable. Merci beaucoup. C'est notre rôle. C'est notre rôle et on est très heureux de le mener à bien. Voilà donc pour le rugby à 7. On va rentrer dans l'actualité du week-end, dans l'actualité et surtout le tour de table des actus sportives du week-end. On a chacun choisi une petite actu, parfois négative, parfois positive, mais en tout cas des choses qui nous ont marqué dans ce samedi. Dans quelques instants, on va faire le débrief d'Angleterre, Écosse pendant quelques minutes avec vous d'ailleurs au 0826 300 300. Le tour de table de l'actualité, qu'est-ce que tu as noté toi Quentin dans l'actualité, puisqu'on va commencer par toi, qui t'a interpellé dans l'actualité sportive ce samedi et ces derniers jours? Pas mal de choses, mais je vais revenir quand même sur la fin de carrière internationale d'un grand monsieur du football français, Raphaël Varane, qui prend sa retraite internationale. C'est un peu choquant parce qu'on l'imaginait devenir le prochain capitaine de cette équipe de France, lui qui était vice-capitaine, et puis à 29 ans il choisit finalement de tirer un trait sur sa carrière internationale et donc sur l'équipe de France, lui qui a déjà quasiment tout gagné dans sa carrière, champion du monde, 4 fois champion d'Europe avec le Real Madrid, et qui a besoin de souffler, il l'a dit. Maintenant, nous les sportifs de très haut niveau, on est dans une lessiveuse. J'ai le sentiment que le joueur prend le pas sur l'homme. Voilà, j'ai besoin de prendre du recul et c'est pour ça qu'il choisit de mettre fin à sa carrière internationale à l'âge de 29 ans. Alors on peut comprendre aussi, on peut se dire que c'est fou qu'un homme de 29 ans choisisse d'arrêter l'équipe de France parce que les calendriers sont surchargés. Donc voilà, il y a des questions à se poser, j'imagine, autour de cette fin de carrière, mais ça, c'est une petite page qui se tourne et ça fait un petit pincement au cœur quand on sait tout ce qu'il a apporté à l'équipe de France.
Ouais, moi je te rejoins totalement sur Raphaël Varane. Tu vois, on a le choix est tout à fait partagé par moi-même, Quentin. C'est vrai que ça nous a quand même un peu secoué cette fin de carrière de Raphaël Varane. Marjorie Mayence. Toi, c'est malheureusement pas une bonne nouvelle, puisque eh bien c'est du côté de la voile avec Clarisse Kremer qui ne pourrait pas participer au Vendée Globe 2024 pour cause de grossesse. Et ça, c'est quand même voilà, on fait il y a du progrès, mais pas tout le temps. Et parfois, ça revient un petit peu au visage quand même. Ouais, tout à fait. Et je crois que sans entrer dans le débat de est-ce que c'est la faute des sponsors, du règlement, du Vendée Globe. C'est voilà plus, je crois, encore quelque chose qui nous fait dire qu'il faut un petit peu plus réfléchir à ce genre de problématiques qui sont très importantes pour les sportifs de haut niveau. Et c'est un sujet, je crois, réellement à prendre en compte par toutes les instances. Là, malheureusement, ça a fait une sortie médiatique qui est pas très agréable. Mais je crois que c'est bien parce qu'on peut, on peut réfléchir. Ça fait bouger les choses. Le sport féminin et ses conditions sont en réelle évolution. Mais il y a encore du travail et des petites choses comme ça nous confirment qu'il y a encore beaucoup de pain sur la planche à ce sujet-là. Ouais, et le Vendée Globe qu'on suit évidemment sur Sud Radio et on espère qu'il va y avoir une solution, qu'il va y avoir quelque chose parce que c'est pas possible, une telle compétition peut pas laisser faire ça. J'ai envie de rebondir sur tous les sujets, on me coupe le micro, c'est insupportable. J'ai rien coupé. Donc. Philippe, on t'écoute. Non, par rapport à ce sujet-là, alors il y a un peu de positif dans cette actu-là. C'est le bon côté des réseaux sociaux puisque la mobilisation quand même a été très forte ces derniers jours. Et a obligé BPCE qui est le sponsor dont il est question. Le groupe BPCE, plus globalement, c'est Caisse d'épargne Banque Populaire, a obligé la BPCE à se réunir pour essayer de trouver une solution. Et ça, c'est dû quand même à la mobilisation massive et c'est le bon côté parce qu'il y en a quand même des réseaux sociaux et cette caisse de résonance. On ne devrait pas en arriver là, tu vois. Ouais. Non, ça montre au sport. Mais le sujet de la maternité, moi, honnêtement, j'ai découvert ça il n'y a pas très longtemps. J'ai fait une conférence il y a quelques mois avec une Toulousaine qui s'appelle Nodji Miaro, qui est une handballeuse, qui est aujourd'hui présidente de la Ligue de hand et qui milite sur ces sujets-là parce qu'il y a eu une actu aussi récemment d'une joueuse de l'OL, je crois, qui a été menacée de plus être payée en foot. Donc, mais suite à un congé maternité, donc le sujet de la maternité est quand même un vrai point de crispation dans le sport féminin et c'est incompréhensible parce que c'est quand même la majorité des filles concernées qui vont avoir ce sujet à traiter et je pense que ça doit amener plus globalement d'un point de vue réglementaire dans tout le sport, le sujet de la maternité doit être beaucoup mieux traité juridiquement. Ouais, parce que là, en gros, Clarisse Kremer a manqué des courses du fait d'être enceinte et n'a pas disputé pour l'instant assez de miles avec son bateau pour pouvoir se qualifier pour le Vendée Globe. Elle qui avait quand même terminé 12e et première femme sur le dernier à la barre de Banque Populaire déjà. Donc voilà, c'est ça, c'est la Banque Populaire qui craignait de ne pas avoir son bateau qualifié pour cette course, qui a choisi justement de se passer de Clarisse Kremer qui, elle, donc, pour pouvoir participer, aurait besoin d'une invitation peut-être de la part du Vendée Globe. Et, oui, mais elle a perdu son bateau, tu vois. Oui, non, mais c'est ça. Là, au moment où on se parle, elle a perdu son bateau, qui est performant, qui doit lui permettre de jouer les premiers rôles. Non, mais c'est une injustice quand même. C'est le bateau de Charlie Dalin qui a fait 2. Voilà. Après sans rien cautionner par contre de la part de la position du partenaire, parce qu'il y a aussi des façons d'expliquer les choses. Mais quand on voit les niveaux d'investissement pour un bateau, les plans marketing que ça représente, c'est même certainement des dizaines de millions. Et risquer que cet investissement soit anéanti, ça amène aussi quand même une question. Donc après, pour moi, c'est encore une fois un travail en amont. On sait que quand on a une fille skipper et que potentiellement il y a un sujet de maternité, on regarde les règlements des courses et on voit quel est le risque qu'on prend et on essaie de l'anticiper. On sait que le règlement a d'ailleurs changé récemment. Oui, Marjorie. On a noté que le règlement a d'ailleurs changé récemment et c'est pour ça que le sponsor là s'est retiré, parce que les règles a priori n'étaient pas les mêmes il y a quelques années. Oui.
ces nouvelles règles qui ne permettent pas à Clarisse de cumuler à 7 points, ou en tout cas ça va être difficile de cumuler à 7 points pour la qualification. Parce qu'avant il suffisait de finir le Vendée Globe pour pouvoir se qualifier pour le prochain, et vu que maintenant il y a trop de participants, ils sont obligés de mettre des règles plus restreintes, et donc il faut avoir parcouru un certain nombre de miles avec son bateau pour pouvoir se qualifier. Ouais, et il faut peut-être se poser la question justement de ce système de qualification, même une blessure grave. Une blessure peut t'empêcher de le faire, oui. Non, mais je comprends pas. C'est quand même très très particulier. On continue dans un instant le tour de table de l'actualité avec le choix de Philippe Spanghero autour du handball. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio Sport, le MAG, Alexandre Priam. On est bien sur Sud Radio avec Marjorie Mayence, Félix Spanghero, Quentin Camenis, Zach Pilon. On vient d'évoquer quand même l'actu brûlante dans le tour de table de l'actualité autour de la non-participation a priori de Clarisse Kremer, la skipper de Banque Populaire qui se voit retirer son bateau parce que enceinte. C'est quand même c'est complètement fou. On n'arrête pas le progrès, nous dit-on, mais quand même on l'arrête parfois un peu de temps en temps, un peu trop. Dernière actualité de ce week-end que tu voulais évoquer, toi Philippe, c'est en début de semaine, c'était malheureusement la défaite de l'équipe de France de handball en finale des championnats du monde. Ouais, la défaite, mais pour faire un clin d'œil à mon tour de l'actu qui était déjà autour de cette équipe de France de hand la semaine dernière, pour parler de cette récurrence exceptionnelle dans la performance. Alors on va s'arrêter au championnat du monde parce que quand on regarde le palmarès entre les Jeux Olympiques et les championnats d'Europe, c'est interminable, mais depuis 1995 et vraiment l'émergence de cette première génération autour des barjots, rien qu'un championnat du monde, c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6 médailles d'or, 2 médailles d'argent et 4 médailles de bronze. Donc voilà, je trouve qu'on a la chance d'avoir cette équipe de hand française qui est une des vraies locomotives de la très haute performance, qui sera encore une de nos principales chances de médaille l'année prochaine pour les JO en France, avec j'espère encore en fer de lance Nicolas Karabatic qui dans la petite actu dans l'actu a re-signé avec le PSG jusqu'en 2024 pour finir en apothéose, j'espère pour lui pour les Jeux à Paris. Donc voilà, c'est un sport magnifique et je le disais la semaine dernière et on a eu un débat là-dessus. Il nous habitue tellement à être dans le dernier carré de toutes les compétitions qu'on s'est habitué à ça et que finalement on banalise, j'ai l'impression, la performance que représente la récurrence de cette équipe française de hand. Ouais, effectivement. Et le handball, donc, et malheureusement cette défaite, mais ça a été quand même une épopée magnifique pour l'équipe de France de handball. Merci Marjorie d'avoir été avec nous durant ce mag. Très très belle soirée. Et puis reviens quand tu veux. Mais de toute façon, maintenant c'est dans l'équipe. Hein. Donc à très très bientôt. Et on va se retrouver dans un instant sur Sud Radio avec Philippe Spanghero et Julien Thomas, tiens, du côté de Montpellier pour l'avant-match de Montpellier-Toulon ce soir, et puis surtout pour revenir sur le Angleterre-Écosse dans un instant avec vous au 0826 300 300. L'Écosse s'est imposée face à l'Angleterre il y a quelques minutes. À tout de suite. Sud Radio Sport, le MAG, Alexandre Priam. Vous êtes bien sur Sud Radio dans le MAG avec du sport et du rugby, bien évidemment, comme nous le disait à l'instant Marion Cazenove. L'Angleterre a été battue à domicile. C'est vrai que voilà, on a l'habitude de dire l'Angleterre a battu. Non, l'Angleterre a été battue à domicile par l'Écosse à Twickenham pour la deuxième fois consécutive. Et des statistiques, on va aller dans l'histoire de ces confrontations parce que aujourd'hui, ça a été un moment d'histoire avec la défaite inaugurale donc de l'Angleterre dans ce tournoi destination et la victoire aussi de l'Irlande au Pays de Galles, plus attendue cette fois-ci, 34-10. On vit rugby avec toute l'équipe Sud Radio. Philippe Spanghero est toujours là, toujours au rendez-vous, et on accueille du côté du GGL Stadium parce qu'il y aura aussi du Top 14. Vive les doublons, Montpellier-Toulon ce soir du côté du GGL Stadium. Salut Rémi Ruggiero et Julien Thomas. Salut Alex, salut à tous. Salut messieurs, bonjour à toutes et à tous. Comment ça va du côté de Montpellier? Est-ce qu'il fait chaud? Oui. Il fait bien meilleur que la dernière fois en tout cas, mais pour le point météo effectivement. Il a dit oui, Julien. Ah bah oui, 16 degrés. 16 degrés ici, c'est l'été. Finalement, oui, non, tout le monde est en t-shirt là, ça s'entraîne. Ouais. Comme les supporters de l'USAP à la fin du match à Brive. Voilà. C'était pareil. Ah oui,
Oui, parce qu'on va dire. Julien Thomas, le temps du trajet en voiture, tu t'arrêtes des insanités cachées derrière ton avatar. Non, mais oui, c'est tout à fait ça. Parce que les deux s'envoient des messages pendant l'antenne et se prennent la tête par message. Ce qui est dans le vestiaire, reste dans le vestiaire. Eh ben oui, c'est vrai ça. Philippe, tout ce qui se dit dans le WhatsApp ne doit pas sortir, hein, tu le sais très bien. Il vaut mieux pas. J'ai rien. Non, c'est des bons débats. Il a rien retranscrit. T'as rien retranscrit, c'est vrai. On a un désaccord sur l'impact des doublons sur La Rochelle. Ni plus ni moins. Alors, tiens, on va crever l'abcès tout de suite. Tu as dit qu'il y avait un impact mesuré, voire minime. Philippe, toi, Julien, t'es pas du tout d'accord? Mais pas d'accord. Non, qui s'est incliné à domicile face à Lyon. On parlait depuis le début de la saison, et moi je disais que depuis le début de la saison, c'était pas l'explication, puisqu'il y avait 2 défaites à domicile déjà inquiétantes avant le match aujourd'hui. Ça y est. Et Julien a pris le truc en route et a dit, voilà, il a pris la mouche. Et je le sens en ce moment, je sais pas ce qu'il a, mais il est Déjà, t'as changé un peu ton discours, Philippe. Il est taquin, Je voudrais que Quentin remette les replays, mais t'as changé un peu la philosophie. Ne pas travailler non plus, ça va. Mais non, pour moi, les Rochelais ne sont pas la même équipe quand il manque, bien sûr, soit des blessés comme exactement, Danti, des porteurs de ballon. Et en plus, c'est des cellules, on en a parlé plusieurs fois quand ils jouaient, qu'on a commenté. C'est des cellules où sont les porteurs prioritaires de cette équipe de La Rochelle, de ballon. Donc, il manque cette puissance, il manque l'efficacité des leaders aussi dans le match. Et bien, ça se ressent après, comme ce week-end. Alors que Philippe disait, non, c'est pas forcément ils n'ont pas passé la semaine avec La Rochelle. Ça a un impact, hein. Ils font des allers-retours tous, donc c'est pas évident. Voilà donc pour le top 14, les autres résultats, tiens, on va vous les rappeler. La victoire de la section paloise bonifiée face au Racing 92 38-19, de Perpignan à Brive 24-22, et puis de Clermont face au Castro Olympique, bonifié aussi 41-26. Plus tôt dans la journée, le Stade Toulousain avait battu l'Aviron Bayonnais 21-16, point de bonus défensif pour les Basques. Et puis dans le tournoi des 6 nations, puisque c'est ce qu'on va évoquer dès à présent, avec eh bien les 2 résultats à vous donner. On va en parler tout de suite, puisque l'Irlande s'est imposée au Pays de Galles 34-10 et l'Angleterre a été battue par l'Écosse 29-23. On va prendre l'actualité la plus chaude, et c'est la défaite de l'Angleterre face à l'Écosse. Des essais marqués côté écossais par Hugh Jones, Ben White, et puis un doublé de Duhan van der Merwe notamment, qui a été franchement très très fort. Élu joueur du match. Ah bah tu m'étonnes. Et en face, un essai de Genge, et puis un doublé pour Max Malins côté anglais. Voilà ce qu'on a pu noter. Il y a eu une part d'histoire aussi, Zachary Pilon. On a remonté, on allait très très loin dans l'histoire. Pourquoi elle est historique, cette victoire de l'Écosse à Twickenham? Alors elle est historique pour 2 raisons pour l'Écosse, et puis une un peu moins glorieuse pour l'Angleterre. L'Écosse, c'est la première fois depuis 1972 qu'il s'impose 3 fois d'affilée face à l'Angleterre. Déjà, ça fait un sacré bond dans le temps, mais il y a un bond encore plus grand qu'on peut faire. L'Écosse s'est imposée pour la 2e fois consécutive, pas à Twickenham du coup, mais sur le sol anglais, pour la première fois depuis 114 ans. C'était 2 victoires en 1907 et en 1909 à Blackheath et Richmond à l'époque. Donc voilà pour les Écossais qui s'imposent pour la 2e fois consécutive en Angleterre. Et puis enfin, pour ce qui est 114 ans. Pour ce qui est de l'équipe d'Angleterre n'a plus battu l'équipe d'Écosse à Twickenham depuis maintenant 3 rencontres, un match nul et 2 défaites sur cette série. Le seul point positif, c'est que la dernière victoire était sur le score de 61-21. Mais bon, ça commence à remonter, c'était en 2017. 114 ans. Ça fait beaucoup, hein. Est-ce qu'on retient l'aspect historique de cette défaite, ou le début de mandat manqué, faut le dire, pour Steve Borswick et pour cette équipe d'Angleterre qui déjà ne peut plus aller chercher le Grand Chelem dans ce tournoi des 6 nations. On en parle tout de suite sur Sud Radio avec vous au 0826 300 300. Tiens, William, bonjour William, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Tu nous appelles d'où déjà, William? Je suis sur Brive, moi. Sur Brive. Ah oui, c'est dans la Corrèze, c'est vrai. Du côté de Brive, c'est pas une très bonne journée pour les amoureux du CAB, ça c'est sûr. Qu'est-ce que tu retiens, William? Est-ce que tu retiens ce début de mandat manqué et le retard qu'a le 15 de la Rose, ou l'aspect
très historique, 114 ans qu'il n'y avait pas eu 2 victoires consécutives de l'Écosse en Angleterre. Mais clairement le début de mandat de Steve Borthwick manquait parce que on a aussi envie de revoir l'Angleterre conquérante, de se dire on va avoir des crunchs qui auront un peu de gueule et puis une équipe d'Angleterre qui vient lutter pour le Grand Chelem. On sait que quand l'équipe d'Angleterre performait, c'est une équipe qui roulait sur l'Écosse, qui roulait sur ce type d'équipe. Et là, on voit que c'est devenu très compliqué pour eux, même à domicile. Donc non, clairement un vrai échec qui va poser question. Alors sur la suite à donner, est-ce que le simple changement d'entraîneur, est-ce que les dirigeants donc de la RFU estimaient que ça suffirait? On a quand même l'impression, on a connu en France cette situation, hein, des matchs où on jouait bien, on disait pendant quelques minutes on est au niveau, on chronométrait nos séquences, nos datas, etc. Mais au final on perdait et l'Angleterre se retrouve dans cette situation où il y aura sûrement beaucoup plus de choses à faire évoluer qu'un simple changement de staff. Qu'est-ce que tu retiens toi, Julien? On fera intervenir tout le monde évidemment. Julien, tu retiens l'aspect historique ou, comme William, ce début de mandat manqué pour Steve Borthwick? Mais il y a les deux, mais je prendrais moi plus l'aspect historique. Parce qu'historique, tu fais passer des générations qui n'ont pas eu peut-être la chance d'avoir cette capacité d'enchaîner et surtout quand même d'aller gagner en Angleterre. Les Écossais qu'on a connus et qu'on connaît joueurs mais pas assez puissants sur les dernières années, il manquait un petit peu cette puissance devant, très joueur et très coureur, mais parfois un peu cabossé dans les zones primordiales de ruck. Et là il commence à retrouver cet appétit et notamment on l'a vu le dernier quart d'heure, flamboyant et plein d'agressivité qui ont mis à mal une équipe d'Angleterre. Après, oui, c'est compliqué. Il peut pas révolutionner à une seule fois l'Angleterre elle-même dans sa stratégie, dans ses discours. Alors oui, il a mis peut-être de l'appétit, il a mis autre chose, mais il va falloir du temps. Philippe. Ouais, je vais retenir aussi l'aspect historique parce que c'est ce qui montre le niveau de la performance et de l'exploit côté écossais. C'est vrai que elle bénéficie d'une équipe anglaise en reconstruction et je suis d'accord avec toi. C'était un match important, un rendez-vous important pour Steve Borthwick. L'électrochoc là, juste à quelques mois de la Coupe du Monde, avec ce changement de manager, a pas eu lieu pour l'instant. Surtout qu'en plus l'Angleterre, pour rentrer un peu dans le détail du match, avait quand même fait le plus dur. Après une mauvaise entame, avait repris le score, avait 8 points d'avance. Et puis il y a eu ce caractère écossais, alors avec toujours cette même volonté de produire du jeu, mais en ayant réglé ce qui leur faisait défaut très longtemps, c'était cette défaillance en conquête et dans la densité de son paquet d'avant. Et là, voilà, on a une équipe d'Écosse équilibrée entre sa ligne d'avant et de trois quarts, et qui est très très agréable à voir jouer. Et donc c'est un résultat majuscule quand même pour l'équipe d'Écosse. Et on a quand même une densité dans ce tournoi qui est quand même très élevée, et c'est très intéressant à suivre là, quelques mois de la Coupe du Monde, parce que les Écossais ont pris vraiment de l'épaisseur. Alors, Quentin, tu voulais intervenir toi justement sur cette question-là? Moi, oui, mais c'était plus sur le match que ça m'intéressait, mais je vais être d'accord. Allons sur le match. Allons sur le match. Est-ce qu'on a aujourd'hui une équipe d'Angleterre malade, ou est-ce qu'on a vu des points de progression, Quentin? Puis on ira demander à William après. Moi, ce que je me suis dit aussi en voyant le match, c'est que si Farrell marque les deux coups de pied assez faciles qui manquent en première période, des choses faciles, hein. Le match n'est pas le même. Parce que clairement, il permet aussi à cette équipe écossaise d'être en confiance. Et puis après, défensivement, il y a des moments où on a trop regardé jouer les Écossais, notamment l'ailier qui va marquer 2 essais superbes, dont un où il élimine 5 plaquages tout seul. Et à ce niveau-là, t'as pas le droit normalement de laisser passer ça. Donc toi, tu vois une équipe d'Angleterre malade, parce que manquer des plaquages, on n'est pas seulement sur l'aspect technique des joueurs, ils savent tous plaquer, tu vois. On arrive à un point où tout le monde sait plaquer. C'est qu'il y a un problème de structure, il y a un problème peut-être plus profond. Julien, je te vois acquiescer. On va aller vers toi d'abord. William, qu'est-ce que tu as noté? William qui est aussi entraîneur, hein, au passage. Alors, moi je rejoins pleinement cette analyse. Alors moi, il y a une stat qui part au bout d'une demi-heure de jeu, 75 plaquages, il me semble, 17-18 manqués. On sait que l'équipe d'Angleterre, c'est une équipe qui culturellement
aiment dominer sur les impacts. Même les années où on les battait, on ramassait physiquement, on ramassait sur toutes ces situations qu'on appelle de rencontre ou de collision. C'était compliqué. Il y avait des mecs qui avançaient. C'est une équipe qui a toujours eu des gros porteurs de balles. Souvenons-nous des équipes d'Angleterre, champion du monde en 2023, finaliste en 2007, compliqué à manœuvrer en 2019. C'était toujours un gros numéro 5 compliqué à bouger, un numéro 8 qui les mettait en avancée, un centre qui prenait le milieu du terrain, un 10, et des 10 souvent très classiques mais très efficaces, comme ils ont l'habitude culturellement. J'ai un petit peu l'impression qu'ils se perdent alors à bouger le ballon comme fait beaucoup d'équipes, mais en oubliant ce qui a fait leur force, notamment dans ces compétitions internationales où ils étaient de vraies références. Et là aujourd'hui, quand on voit une équipe d'Angleterre qui ne perfore plus, il y a très peu de joueurs qui peuvent porter le ballon. Une équipe d'Angleterre qui loupe quasiment 20 plaquages sur 70, c'est énorme. C'est pas du tout l'équipe d'Angleterre que l'on connaît, et encore moins une équipe d'Angleterre qui correspond aux critères de ces 15 de la Rose qui a dominé des compétitions internationales. Julien Thomas. Non, je rejoins tout à fait cette analyse. C'est qu'une équipe d'Angleterre qui essaye de jouer, mais tombe maintenant à ce niveau-là avec des équipes de plus en plus organisées et sur les longues phases de jeu défensivement. Et des Écossais, là où ils pouvaient craquer, c'est vrai que c'était dans le secteur de longue phase, un plaquage qui pouvait être subi, puis ça jouait dans l'avancée pour l'équipe adverse. Là non, c'est une équipe d'Écosse qui a su mettre en plus de leur fonctionnement, on va dire, défensif, de l'agressivité. Donc ils sont tombés sur un mur, les Anglais, ils n'ont pas su répondre. Et puis secondo, c'est surtout aussi ces zones de ruck. Ces zones de ruck, je pense qu'ils veulent taper dans un mur pour essayer de déstabiliser, sauf qu'il y avait quand même une bataille écossaise qui était terrible. Ouais, cette bataille écossaise donc, et cette victoire du 15 du Chardon, est-ce que voilà, on a déjà 2 équipes qui ne peuvent plus participer à cette quête qui est quand même toujours très difficile du Grand Chelem, le Pays de Galles et l'Angleterre. Laquelle vous a le plus enthousiasmé? Je ne vais pas dire impressionné, parce qu'on est tous d'accord que l'Irlande est ultra impressionnante et ainsi de suite, mais laquelle vous a le plus enthousiasmé, l'Irlande ou l'Écosse aujourd'hui, Philippe? Enthousiasmé, c'est l'Écosse, puisqu'en termes de jeu proposé, c'est toujours un peu plus agréable que ce que propose l'Irlande. Mais si tu m'avais dit impressionné, j'aurais dit l'Irlande, parce qu'il y a ce pragmatisme et cette propreté dans le jeu qui est quand même hallucinante, parce que même si les Gallois font une mauvaise entame, c'est dû à ce que proposent les Irlandais, à ce pragmatisme. Honnêtement, j'ai hâte de voir le comportement de nos Bleus pour ce qui, j'espère, sera la finale de ce tournoi en Irlande, parce que elle mérite son rang de première nation du monde en ce moment. Ouais, non, l'Irlande très très fort. Laquelle t'as le plus enthousiasmé, l'Irlande ou l'Écosse? Enthousiasmé, je dis bien, et non pas impressionné. Enthousiasmé, Julien. Ben non, Philippe il dit n'importe quoi. De toute façon, depuis le début, c'est comme ça. Mais bon, non, c'est plutôt l'Écosse. L'Écosse, pour moi, du fait. Non, mais l'Irlande, bien sûr aussi. Qu'est-ce qu'il a aujourd'hui? Je sais pas ce que tu lui as fait, mais c'est le début mêlé sur les troisième lignes qui pique un petit peu, tu vois, Philippe. C'est bon enfant. C'est de se retrouver au GGL Stadium qui te fait retrouver ta gouaille là et ton attitude. C'est la furia du GGL Stadium. La furia, la grande furia. Voilà, exactement. De petits racoleurs d'arbitre. Non, mais j'essaye comme cocotte de te prendre le cerveau, tu vois. Non, pour moi c'est l'Écosse. du fait que c'était un match plutôt spectaculaire, pardon. Il y a eu cet essai, mine de rien, dans ce match. Donc c'était tendu jusqu'au bout, 13-12 à la mi-temps. Les Écossais qui font l'exploit, comme on a dit, depuis historique. Et puis, non, mais je te rejoins aussi, Philippe, sur le fait que l'Irlande, on savait que ça allait être ça. Julien, du Leicester, on a vu Leicester en Champions Cup, tu savais. On a vu Leicester en Champions Cup. On savait que l'Irlande, ça allait être ça, et encore d'un niveau encore au-dessus même. Donc on s'attendait à voir l'Irlande. Je te laisse dire depuis tout à l'heure, mais à chaque fois finalement tu dis comme moi. Et c'est comme ça que ça se passe depuis le début.
C'est-à-dire que je finis un peu comme toi, comme ça je te ramène vers moi, c'est ça? T'auras passé ta vie à sucer ma roue. Le boyau, dans le jargon. Je pense que si vous faites du vélo, ça va être dans l'autre sens, hein, Philippe. De ce que j'ai vu de Julien en vélo, a priori, il faut pas trop le jouer. Mais bon, ça, Philippe, après, tu vas te payer un coach, tu vas te payer un vélo, et puis au final, l'argent triomphera. Et Alexandre, le camion balai derrière. Ouais, alors, moi je suis la voiture balai où je suis plutôt les saucissons que j'envoie moi. Où je suis plutôt dans le public et je reçois les saucissons. C'est peut-être plus mon truc ça. C'est plutôt peut-être mon truc moi au final. On va basculer sur l'équipe de France si vous le voulez bien messieurs, on est toujours tous ensemble. Je vais vous dévoiler la composition des Bleus, mais je pense que vous la connaissez déjà, du 1 au 15 avec Cyril Bay, Julien Marchand, Winnie Antonio, Thibaut Flamand, Paul Villemc, Anthony Gelon, Charles Olivon, Greg Aldrit, la charnière Dupont, Tamac, Ozel, Dumortier, Penaud, au centre Moefana Ficou, à l'arrière Thomas Ramos, les remplaçants Barlow, Wardy, Falatea, Taofi Fenoa, Lavo, Makalou, Le Garec, Jalibert. Un mot, un seul, pour qualifier la composition de cette équipe de France. On commence par Rémi Ruggiero. On n'a pas eu trop l'occasion d'entendre du côté de Montpellier. Toutes mes excuses, Rémi. Un mot pour qualifier justement cette composition des Bleus. Séduisante. Pas plus. Séduisante, j'aime bien. William de Brive au 0826 300 300. Continuité. Continuité, séduisante. Oui. Fabien Galtier donc qui choisit la continuité. Philippe Spanghero. Logique. Ouais. Julien Thomas. Ouais, attends, si tu dis logique, Julien, c'est pas bon pour toi, tu le sais très bien. Logiquement logique, j'ai envie de dire. C'est classique. Du fait de classique, des logique, continuité. Voilà. On est quand même sur des thématiques proches. Hein. Je commence à me poser la question si Philippe n'a pas raison sur le logique, cas de Julien Thomas. Pourquoi cette forme de logique, Philippe? Qu'est-ce qui fait que tu l'attendais cette équipe et tu l'as? Est-ce que par exemple Géminet c'est logique? Est-ce que Dumortier c'est logique? Alors, pour ces deux cas-là, on en a déjà débattu un peu hier et pour moi, Géminet c'est logique. C'est un joueur qui est venu c'est un joueur qui est venu se mettre en difficulté et c'est tout à son honneur à Toulouse avec la concurrence de Ramos. Ramos a pris de l'épaisseur, je trouve, sur cette tournée de novembre, avec notamment ce match contre l'Afrique du Sud où il a été un des grands artisans de la victoire française. Il a donné des garanties. Donc dans la continuité de cette bonne tournée d'automne et en plus de ses performances avec le Stade Toulousain, c'était logique qu'il garde sa place de titulaire. Donc pour Ramos, je trouve ça logique, et donc pour Géminet aussi. Et puis pour Dumortier, c'est la politique de l'homme en forme. Et puis avec la blessure de Gabin Villiers, c'était lui pour moi le premier choix pour le remplacer. Donc et puis après il y a le retour de Villemc, assez logique aussi devant, après une longue blessure, et ça faisait partie des joueurs quand même cadres de ce pack. Qui avait toute sa place avant sa blessure. Donc il a retrouvé un niveau de forme avec le MHR qui lui permet de prétendre au poste. Donc voilà, je trouve tout cohérent dans cette composition. On va écouter justement Fabien Galtier qui évoque cette bataille Ramos-Géminet, voire même avec Romain Buros qui fait partie évidemment de la liste des 42, la liste élargie. Même pas figuré les 23. Et ouais, c'est compliqué en fait, mais c'est pour ça que l'équipe elle est performante. C'est que je pense que Melvin Géminet, il a envie d'être dans les 15. Thomas Ramos aussi. Thomas Ramos, il a envie. Romain Buros, qui était en compétition aussi pour ce défi, ils ont très envie. Aujourd'hui, c'est Thomas Ramos. Il est venu chercher son maillot. Il a répondu présent au mois de novembre dans un contexte particulier. Il est revenu chercher le maillot avec autorité. Melvin Géminet, lui, il a fait des très bons entraînements et l'émulation est là. L'émulation est là, c'est du grand Fabien Galtier dans le texte, vous avez bien compris. Donc il évoque Thomas Ramos et Melvin Géminet. Petit tour de table, un poste où les Bleus sont très forts, un poste où les Bleus, au regard de cette composition, où il y a un point faible que vous avez visé, que vous identifiez. William. Le point fort de Mêlée. On a parlé d'Antoine Dupont des milliers de fois, mais on a quand même culturellement un réservoir assez fort à ce poste.
Voilà, on n'a pas Maxime Lucu, mais le jeune Le Garec fera très bien le boulot. On a du Couillou. Voilà, on a énormément de joueurs à la mêlée. Voilà, historiquement, c'est un poste on a toujours été. Donc quand tu regardes cette composition, ta certitude numéro 1, c'est Dupont au poste de numéro 9. Mais quel est le joueur ou le poste, quand tu regardes la compo de demain, où tu te dis, attention. Au talon, j'ai l'impression que entre Julien Marchand et le reste de la concurrence, avec l'absence bien évidemment de Mauvaka, on a quand même une grosse différence et on sait que c'est le taulier et qu'il a quand même un rendement aussi bien en attaque où il peut porter le ballon ou en défense où c'est très propre et en plus il met les mains de manière extrêmement intelligente. Voilà, j'ai peur qu'il y ait vraiment un gros gap entre Julien Marchand et la concurrence. Là. Et Gaëtan Barlow en l'occurrence, Philippe Spanghero. Je sais que c'est un exercice difficile, on n'est pas là pour torpiller les joueurs, mais quel est le poste où tu es sûr et certain et le poste où tu te dis pas sûr, attention. Le poste où je suis sûr et certain, c'est plutôt les garanties qu'on a au poste de numéro 8 avec Aldrit quand même, dans la performance, dans la durée de ce joueur. Et puis pour pas dire ce qui a été dit avant, parce que bien sûr on parle du meilleur joueur du monde à la mêlée, donc voilà, Aldrit. Et puis le poste où petit point d'interrogation, mais c'est à l'aile, on vient de parler de Dumortier. Villiers était revenu de blessure, à nouveau blessé, puis on fait jouer un joueur qui s'est révélé en top 14 mais qui a donné aucune certitude au niveau international, et on se dit que peut-être on manque un peu de profondeur et d'expérience à ce poste-là. Voilà mon point d'interrogation pour demain. Julien Thomas, rapidement. Mais la charnière, ça c'est le point pour moi positif parce que c'est la continuité et puis dans une équipe c'est les stratèges et puis on va dire les cerveaux, donc eux ils se connaissent, mais plutôt dans les couloirs. Moi aussi je reprendrai un petit peu comme Philippe, tu vois Philippe, comme quoi on est connecté, c'est sur les ailes. Ah oui, c'est ce qu'il dit, justement. Il dit que tu es toujours connecté à lui. Dumortier qui sont sa première, donc et puis Penaud pareil, mais moi c'est cette ligne de trois quarts, même les centres ils sont derrière. Après quand ça va tourner ou qu'il y a un blessé, admettons, t'as Macalou, Le Garec, Jalibert, comment la réorganisation va se faire surtout aussi, c'est ça qui m'intéresse de savoir. Ouais, Quentin, toi je sais que tu avais aussi une inquiétude sur le poste de talon, est-ce que elle est toujours là? Faut séparer en deux mon inquiétude pour le poste de talon. J'ai zéro inquiétude pour Marchand, c'est même peut-être ma valeur sûre de cette équipe de France. Vraiment pour moi, certain, ouais. C'est pour moi c'est l'homme clé avant même Dupont. Je trouve que pour moi Marchand c'est vraiment l'essentiel de cette équipe de France. C'est le premier que je mettrais sur la feuille de match. En revanche, derrière, moi Gaëtan Barlow me rassure pas quand je vois sa saison avec le Castres Olympique. Il est pas impérial notamment sur les lancers en touche. Donc voilà, c'est sûr que en tant que pour les remplaçants, l'absence de Mauvaka notamment me fait peur, mais en ce qui concerne Marchand par contre il y a vraiment zéro doute, vraiment c'est ma certitude absolue. Voilà. Est-ce que Gaëtan Barlow vous met un peu d'inquiétude? Est-ce que tu as de l'inquiétude toi aussi, Rémi Ruggiero, sur le poste de talonneur remplaçant en l'occurrence? Moi je vais aller à l'inverse de tout ce qui a été dit, vraiment. Et je vais m'expliquer pourquoi. Moi je vais mettre ma confiance sur le trio d'attaque là, Dumortier, Penaud, Ramos. Pourquoi? Parce qu'on va avoir des prises de risque avec ces trois garçons. Ah oui. Et un match contre l'Italie, ça peut être bénéfique pour ça, pour les mettre en confiance, pour avoir un petit peu. Alors c'est sûr que ça manque d'expérience par rapport à Dumortier, mais c'est des joueurs ces garçons. Ils vont attaquer, c'est une avantage, ils vont me proposer des mains et je languis et il me tarde de voir ça. Et mon inquiétude pour moi, ce serait peut-être sur Ntamak, j'aimerais avoir d'autres certitudes à son sujet. Bien sûr qu'il a un niveau incroyable, mais parfois aussi l'équipe de France c'est un petit peu plat et j'attends un match d'éclat pour lancer cette saison 2023 jusqu'à la Coupe du Monde. Non, je suis d'accord. Voilà. Ouais, c'était vrai. Romain Ntamak, il y a une vraie. Non mais c'est un sujet aujourd'hui encore une fois. On l'a eu en top 14, mais est-ce que en équipe de France c'est un sujet aussi? Est-ce qu'on va scruter la performance de Romain Ntamak en se disant? On l'a fait sur les derniers matchs. Oui, mais est-ce qu'on continue de le faire? Il a été critiqué. Donc il n'y a pas de raison qu'il ne soit pas. On est resté quand même sur des petits points d'interrogation avec Ntamak sur la tournée d'automne. D'abord, il est revenu avec très peu de temps de jeu en top 14 après blessure. Donc c'est pas facile. Il n'a pas été aidé quand même. Donc on a été très critique avec lui. Il y a eu le débat au tournoi précédent sur
éventuellement la concurrence entre lui et Jalibert qui avait un bon niveau. C'est vrai que c'est pas facile pour Romain Tamac parce qu'il a placé la barre tellement haut. Là, il y a encore eu. Alors, c'est un jugement de valeur, on peut en débattre, mais le classement dans la presse, dans le Figaro, chez nos confrères du Figaro, des 10 plus grands 10 de l'équipe de France, et il y a Romain Tamac dedans qui a à peine 23 ans et qui a peut-être encore 10 ans d'équipe de France derrière lui. Donc, ça veut dire quand même qu'il y a une attente particulière autour de ce joueur. Et qu'on a des débats autour de lui souvent, mais c'est normal qu'on l'ait, puisqu'encore une fois, il revenait de blessure certes, mais il a fait une tournée d'automne un peu plus en dedans que ce qu'on l'avait laissé à la fin du tournoi. Merci beaucoup Philippe d'avoir été avec nous. On va continuer sur l'équipe de France, on va continuer d'évoquer le tournoi destination dans un instant sur l'aspect économique et puis de revenir aussi sur le conseil de classe Pro D2 de la 19e journée avant l'avant-match de Montpellier-Toulon qu'on envoie 21h05, 07, 09, on sait jamais trop, mais c'est 21h à plus de 21h. Voilà, après 21h, ça c'est sûr. On se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Merci à William d'avoir appelé le 0826 300 300. Vive le rugby et vive Sud Radio. À tout de suite.